Bonjour et bienvenue à cette troisième édition des capsules Crégès COVID sur les enjeux sociaux du vieillissement dans ce contexte de pandémie. Je suis votre animatrice Mélanie Couture, chercheure d'établissement au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale de Crégès, du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. Dans cette capsule, nous allons discuter de la création d'une communauté d'échange afin de partager des pratiques inspirantes en temps de COVID-19. Nous avons donc une invitée spéciale, Hélène Carbonneau, qui a justement mis en place ce type de communauté d'échange. Bonjour, Hélène. Bonjour. Ma première question, justement, donc merci d'être là, mais ma première question, c'est vraiment en lien avec c'est quoi qui vous a amené à développer justement cette communauté d'échange? En fait, quand le confinement a commencé au mois de mars, j'étais en contact avec plusieurs intervenants du milieu de la pratique au travers de mes recherches, puis je me suis rendu compte que comment tout le monde était en train de tomber en mode créatif pour s'adapter, adapter leurs services, puis continuer d'offrir des services aux personnes en situation de vulnérabilité dans la communauté. Puis, en même temps, j'enseignais, puis j'avais un travail que mes étudiants devaient faire dans le cadre de leur cours dans des organismes du milieu de la pratique, puis vous comprendrez que tout était annulé parce qu'ils ne pouvaient plus se présenter dans les milieux. Okay. J'ai décidé de combiner les deux et j'ai contacté l'appui pour leur proposer qu'on répertorie les approches inspirantes pour que les gens réinventent la roue partout au Québec et travaillent en double pour que les gens puissent profiter des initiatives inspirantes de tout le monde au Québec. J'ai mis mes étudiants à l'œuvre pour répertorier des pratiques inspirantes. L'appui est rentré dans ça et plein d'autres monde ont commencé à trouver des sources et ça y était le groupe Facebook était parti avec beaucoup de collaboration de plusieurs personnes. OK. Puis, donc, ce communauté d'échange-là, c'est pour les intervenants, c'est ça? La communauté, le groupe Facebook vise des intervenants qui œuvrent dans un contexte de soutien aux proches ou aux personnes en situation de vulnérabilité au sein de la communauté. Que ce soit des intervenants qui travaillent dans des sociétés azamantes, dans des groupes d'aidants, dans des organismes communautaires qui offrent des services aux gens en situation de vulnérabilité, mais aussi c'est rajouté au fil des jours rapidement des gens du réseau de la santé qui voulaient contribuer et aussi bénéficier des suggestions. La Fédération québécoise du loisir en institution s'est associée avec nous en plus de l'appui national. C'est devenu vraiment un super beau travail de partenariat, d'équipe qui nous a permis vraiment d'apprendre à se connaître et à créer des liens entre nous. Donc, si je comprends, c'est jusqu'à maintenant, c'est une page Facebook où les gens peuvent mettre en ligne finalement leurs propres pratiques inspirantes, c'est ça? En fait, oui, mais c'était plus nous qui trouvions des pratiques inspirantes au départ et qui les mettions en ligne, faisant des posts et éventuellement, on invitait les gens à devenir membres. Maintenant, on est au-dessus de 335 membres dans la communauté et à un certain point, il y avait tellement de posts au sein de ce groupe Facebook-là qu'on a senti la nécessité de créer un site Internet pour les répertorier et les classer. Là, j'ai deux étudiantes associées au laboratoire que je dirige qui se sont mis à l'œuvre à l'intérieur de ce groupe, de cette page, de ce site Internet pour classifier l'ensemble de l'offre de ressources qui étaient distribuées sur le groupe Facebook pour faciliter le repérage. Parce que là, on se rendait compte que si les gens voulaient retrouver un post qu'ils avaient vu il y a 2 semaines, ils pouvaient passer des heures et des heures à dérouler la page pour arriver au bon post. OK. Donc, il y a une page Facebook. Donc, c'est finalement le contenu récent qui est dessus. Puis, donc, on peut suivre à chaque semaine, comme on veut. Et il y a la page web qui est finalement les archives des anciennes informations qui ont été mises de l'avant, mais classées pour être retrouvées plus facilement.
exactement. Et ce classement-là, à chaque semaine, il y a une étudiante qui s'assure de prendre tout ce qui a été déposé durant la semaine et de le reclasser sur le site Internet pour faciliter l'accès à toute cette information-là. Puis pour les personnes, les intervenants qui veulent se joindre au groupe, comment ça fonctionne? Les intervenants ont juste à chercher le nom du groupe, à demander d'être admis dans le groupe. Et nous, tous les matins, il y a une personne, un des partenaires qui est responsable d'aller voir les nouvelles demandes et de les accepter. Il faut inscrire son nom, l'organisme pour lequel on travaille, son titre et son adresse courriel. Euh, et à ce moment-là, nous, on regarde qui a fait la demande et on approuve les demandes. Et puis pourquoi qu'il y a un mécanisme un peu d'approbation des demandes? Bon, on voulait vraiment le garder au niveau des intervenants. Et ça semblait vraiment que ça reste une communauté de pratique entre intervenants, que les gens puissent ensemble mettre partager des pratiques, mais aussi poser des questions. C'est arrivé à certaines reprises qu'il y a des gens qui nous ont demandé, bon, comment vous faites telle chose? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça par rapport à un poste? Ça se voulait vraiment un lieu pour les intervenants, pour les nourrir dans cette période difficile à faire face qui est encore d'ailleurs la pandémie de la COVID. On voulait envers eux qui se dépensent à semaine longue, à journée longue pour trouver des façons de continuer à bien répondre aux besoins de leur clientèle. On voulait qu'eux aient un espace pour pouvoir aller, eux, se ressourcer au travers d'idées puis d'informations qui pourraient soutenir leur pratique. Et pouvez-vous justement me donner un exemple de pratique inspirante? Dans les pratiques que les gens ont mis de l'avant, bon, mon Dieu, il y en a tellement de pratiques qui ont été mis de l'avant dans ça. Il y avait que ce soit des webinaires, il y en a qui ont fait des vidéos. D'autres fois, c'était des façons de pouvoir comment annoncer à une personne qui a une déficience intellectuelle, lui expliquer qu'est-ce que la COVID. D'autres fois, ça peut être comment annoncer un décès à une personne qui a des atteintes cognitives. Et les suggestions qui sont mises sur le site sont vraiment très variées. Okay. Puis, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là jusqu'à maintenant? Ben, l'expérience du groupe Facebook, c'est la collaboration, la solidarité qui est en ça. Puis c'est pas la seule expérience que j'ai pu faire durant le temps du COVID, parce que j'ai été aussi approchée par un autre groupe d'intervenants, des intervenants du CIUS, la capitale nationale, euh, une, euh, une conseillère qui avait à soutenir des intervenants loisirs pendant la COVID, qui avait assisté à une conférence que j'avais donnée peut-être un an avant, sur l'approche par le plaisir, qui est une Mhm. approche que j'ai développée dans ma pratique professionnelle. Ben, j'étais 23 ans en milieu de santé avant de devenir, faire un doctorat, de devenir chercheur. Et cette approche-là, ben, on a accompagné avec mes deux collègues, Sandra Harrison, qui est co-chercheur avec moi, même, c'est même elle qui porte ce volet-là de la recherche actuellement en soins de longue durée, et Camille Joannis, qui est une assistante de recherche qui, même, on dirait, une partenaire dans ce projet-là, tellement elle est engagée dans ce projet-là. Et on s'est retourné voir, on leur a offert de former les gens avec l'approche par le plaisir. Parce que, justement, dans le cadre toujours du même cours, ce cours-là était vraiment fructueux. Dans le cadre de ce cours-là, j'avais aussi un cours où les gens devaient apprendre c'est quoi l'approche par le plaisir. Puis, Camille avait tourné une vidéo pour expliquer, pour enseigner l'approche par le plaisir à mes étudiants et avec des vignettes pour qu'ils puissent voir comment on avait en application. On a utilisé ce matériel-là. On est allé former en ligne 27 intervenants à loisirs à la capitale nationale, c'est-à-dire des gens qui étaient de Port-Neuf jusqu'à Baie-Saint-Paul. Oui. Et ensuite, Camille et Sandra ont offert du soutien pendant 7 semaines à raison de 3 fois 1 heure par semaine le matin par groupe de 7 à 10 intervenants à loisirs qui venaient là. C'était une autre occasion, vraiment, là, finalement,
dans le COVID, ça nous a permis de renforcer ces liens-là. C'était une expérience très, très demandante pour moi et pour mes collègues. J'avouerai que le projet Studios international, c'est plus mes collègues qui l'ont porté. Mais pour nous tous, ça l'a permis de pouvoir faire du sens dans cette période-là qui était difficile. Puis maintenant, ben, ça va se poursuivre parce qu'on a reçu une subvention du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement pour faire l'évaluation de l'intervention, de l'initiative qu'on a faite avec le groupe Facebook, avec cette communauté de pratique-là qu'on a voulu créer entre praticiens en, dans le domaine psychosocial de soutien à domicile des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, ce que je comprends, c'est que première étape, il faut découvrir c'est quoi les pratiques inspirantes. Après ça, il faut essayer de les intégrer finalement un peu dans sa pratique, puis aussi de voir un peu, d'évaluer si possible l'effet que ça a aussi sur les personnes. Actuellement, on a un sondage qui a été lancé hier, je crois, à tous les membres de notre page, de notre communauté Facebook, parce qu'on veut savoir un peu, on veut essayer de comprendre euh, c'est quoi la suite. Moi, quand j'ai commencé ça, mon idée première, c'était vraiment que mes étudiants puissent faire un travail significatif durant Mhm. leur cours. Je croyais jamais que ça créerait un engouement comme ça, puis ça viendrait répondre à un besoin. À chaque fois que je vais, que je consulte la page, que je vois l'intervenant nous dire ah merci, vous savez pas comment je me dis ben coudonc, on le voyait pas. Puis là la question c'est est-ce que quel est le besoin pour la suite? Qu'est-ce qui vient après ça? Est-ce que ce groupe-là, il va mourir de sa belle mort avec la fin de la pandémie? Est-ce qu'il y a des éléments qui vont rester de cette solidarité-là, de cette communauté-là qui a été créée, de ces liens-là qui ont été créés entre tous les participants? Il y a vraiment un questionnement à faire. Puis, ben, ça m'a amené finalement à devoir aborder, explorer plus à fond le sujet des communautés de pratique qui depuis longtemps m'interpelle, mais que dans le brouhaha de la recherche et de tout, je n'avais pas eu le temps de m'attarder à regarder comment on développe ça, puis quel est réellement le besoin pour ça, puis comment quelles sont les modalités qui peuvent le plus être utiles pour les intervenants. Donc là, on en est là actuellement à essayer de voir comment cette communauté de pratique-là, elle répond seulement aux besoins, qu'est-ce qui pourrait être fait pour la rendre encore plus efficiente et pour encore mieux répondre aux besoins des gens. Puis aussi, l'expérience aussi au SOMCQ, aussi sur le capital national, nous a permis de se rendre compte que on n'est pas toujours obligé de tout se déplacer pour aller suivre une formation. Mhm. On est capable de faire des trucs en ligne qui vont être beaucoup plus facilement accessibles à un plus grand nombre, qui vont impliquer moins de déplacements, moins de frais, moins de libération. Parce que là, la formation durait sur Internet, elle durait 1 heure et demie. Parce qu'il y avait des suivis en coaching qui venaient compléter la formation, qui venaient consolider. En plus du petit journal, parce que là, notre belle Camille créative a créé à chaque semaine un journal où elle faisait le bilan des discussions avec les participants du groupe OCIUS pour mettre de l'avant leurs pratiques inspirantes, leurs idées, leurs enjeux qui faisaient face. Moi, ce que je chantais quand j'avais ma rencontre avec les filles, environ chaque semaine, on avait une rencontre. Puis là, je me disais, ah, c'est quoi mon prochain Zoom? Puis là, je voyais, ah, c'est la rencontre d'Alexandra puis Camille. Là, c'est comme si ça me faisait une joie pour moi parce que je me disais, on dirait que dans toute la surcharge que tout ça amenait dans ma vie, ces moments-là où je pouvais, d'une façon tangible, sentir que nos efforts n'étaient pas vains et qui permettaient vraiment d'agir et de répondre à des besoins réels. Et ben, je pense que ça donnait tout le sens à toute cette énergie-là qu'on dépensait. Puis ça nous donne le goût de continuer après, puis il reste à savoir comment. Donc, en gros, ça permet un contact virtuel entre les gens en temps de COVID où justement, c'est beaucoup plus difficile de faire les choses en personne, là. Oui, où chacun est isolé, chacun de son côté. Puis en même temps, chacun met de l'avant des bonnes idées, mais Mhm. avec la communauté, on a permis de les partager. Moi, les étudiants créaient des fiches d'activités sur quoi faire en temps avec les aînés, quoi proposer comme activité aux aînés Mhm. en temps de pandémie pour briser leur isolement. Ça pouvait aller, bon, oui,
beaucoup, c'était les FaceTime et compagnie. Mais avec un aidant, une personne qui a des atteintes cognitives, un proche qui a des atteintes cognitives, c'est pas toujours la meilleure solution. Et aussi, c'est que c'est très momentané. D'autres ont mis en place des courriels, un système de courriel où il imprimait le courriel qu'un enfant avait envoyé à sa mère, mais le courriel, il était là, il était physiquement dans sa chambre. Et elle, si elle ne se souvenait pas qu'elle avait eu un appel sur FaceTime le matin, elle était capable de relire, de relire, de relire les mots Mhm. de son proche. Il y en a qui ont mis des boîtes aux lettres ou, bon, souvent des différentes consignes. Ça permettait d'avoir un dessin fait par un petit enfant qui mettait de la chaleur aussi. Il y a plein d'activités qui ont été proposées au travers de ça, qui ont été une occasion de briser l'isolement d'aînés qui, soit dit en passant, il était déjà isolé avant souvent. Mhm. Ça nous a permis de prendre conscience aussi de cette solitude-là que nos aînés en situation de vulnérabilité vivent. Comment le briser. Euh, et, et, ça nous, et ça nous étonne toujours de voir comment on a des ressources de créativité et d'imagination. Dernièrement, on a un autre projet avec la Société Alzheimer de Granby, où on a le groupe Ensemble pour le plaisir, qui est basé sur l'approche par le plaisir, Mhm. qui veut créer des moments plaisants pour les aidants et leurs proches. Et ils le font en ligne. Ils le font en ligne. Puis la semaine passée, j'ai écouté les filles, puis les intervenantes parler de leur expérience, puis ils disaient « Oh, ça nous a fait tellement du bien de réentendre leur rire. Le rire de l'aidant et de son proche. Ouais. » Tu sais, ils étaient tellement heureuses. Ils ont fait une activité à distance. Ils ont joué au bingo à distance, puis le monde a eu du plaisir. Ils ont fait une salade de fruits à distance, les gens ont eu du plaisir. Ils leur envoyaient une boîte bon, moi, je faisais la folle, tu sais, il y a la boîte qu'on peut avoir de cuisine, mais moi, là, je disais, maintenant, plutôt qu'avoir une boîte avec des repas préparés et préportionnés, on avait des petites boîtes de bonheur qu'on envoie aux gens avec des activités préportionnées et préparées d'avance, qui ont juste à prendre le sac de l'activité 1 et tout est dedans pour avoir l'activité 1. Et ça fonctionne super bien. Donc, je pense que le COVID nous a permis de se rendre compte encore plus de les amener nos aînés vulnérables à domicile qui n'ont pas vraiment leur place dans les lieux de loisirs et les clubs d'argent. Tu sais, il faut vraiment aussi penser à travailler sur ça. Mais aussi le fait comment on peut stabiliser leur isolement à la maison, comment on peut les nourrir là-dedans. Et en plus, bon, j'ai une étudiante qui commence avec moi en septembre à la maîtrise. Puis elle va s'intéresser au fait de comment tout ce qu'on a créé là-dedans, on va pouvoir aussi le réactualiser dans les périodes d'éclosion. Mhm. Parce qu'on ne se cachera pas que ça fait des années qu'on a des périodes d'éclosion. Ça dure 1 mois, 2 mois. Ça touche un centre. C'est pas à la grandeur de la planète. Mais pour l'aîné qui est confiné dans son unité pour 1 mois, que ses parents peuvent venir le voir, c'est son monde qui est confiné, lui aussi. C'est son monde qui s'arrête de tourner. Puis ça fait des années que ça l'arrive, qu'on n'a pas nécessairement était là pour outiller les gens qui avaient accompagné les gens dans cette période-là. Et je pense que cette expérience-là, ça nous amène à considérer comment on va pouvoir euh, mobiliser tout ce qu'on aura développé, tout ce qu'on a retrouvé durant cette période-là pour venir soutenir les équipes de soins dans les périodes aussi plus tard de cette éclosion d'influenza sur un Mhm. milieu de soins. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on apprend là va servir à d'autres moments, même si on réussit à battre le COVID, en guillemets. Oui, mais le COVID nous a obligés à arrêter, à Ouais. regarder, puis à voir des choses qu'on ne voyait pas. Des choses qu'on voyait ou qu'on ne regardait pas. Cet isolement-là des gens vulnérables à domicile, que oui, peut-être qu'ils viennent une fois par semaine dans une activité, dans un centre de jour, un peu comme ça, mais ils sont 7 jours par semaine à domicile avec leurs proches. Puis, comment on peut rendre ce quotidien-là à domicile plus humain, plus heureux pour l'aidant, pour son proche? Comment on peut contribuer que dans nos milieux de soins, il y ait plus de bonheur aussi au quotidien. L'expérience au CIUS de la capitale nationale va sûrement être porteur à ce niveau-là, de voir comment on peut davantage mobiliser les petits bonheurs
Et moi, ce que je trouve beau dans ça, c'est que c'est cette espèce de mise en commun-là de l'énergie de tout le monde. Magali, Julie de l'appui, Camille, Annabelle de l'équipe du laboratoire du LIREL, et tous les intervenants de tous les organismes qui ont amené des contributions au sein, soit de la page Facebook, soit au niveau du groupe à Québec. C'est comme si les gens ont décidé de s'investir à faire que ça irait mieux, qu'on serait plus heureux, qu'on contribuerait au bonheur. Puis finalement, ben, malgré les horreurs qu'on a pu voir dans toute cette période-là, il y a quand même des beaux moments de joie, des beaux petits soleils qu'on appelle, nous autres, des beaux éclats de rire qu'on a pu susciter puis qu'on a pu mieux apprécier aussi. Puis, Ce que je comprends aussi, ce qui est intéressant, c'est comme si ça a réduit l'isolement social aussi des chercheurs, puis des étudiants, puis des intervenants en mettant tout le monde ensemble sur un projet créatif commun, finalement. oui. Quand le cours était fini, je recevais des courriels de mes étudiants qui me remerciaient de leur avoir fait vivre cette expérience-là. C'était leur travail de session a changé du tout au tout. On n'avait pas le choix. Là. Ils étaient supposés aller passer 3 fois 1 heure dans un milieu en contact avec la clientèle. Tous les milieux ont fermé. Les milieux communautaires avec les gens en situation de handicap, problèmes avec problèmes cognitifs, peu importe. Ils allaient dans différents milieux, dans des CHSLD, dans des organismes communautaires. Du jour au lendemain, c'est fini, ils ne peuvent pas, sont là, sont supposés commencer lundi. Oui. Vendredi, tout ferme. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je leur donne des points, puis c'est fini. Bon, donc c'est plate, hein? Ben non. Je me suis dit, on va trouver une façon, puis merci à l'appui d'avoir accepté de faire ça, parce que j'aurais pu le faire artificiellement, juste en leur disant, attention, on va créer un guide, tout ça, mais non, l'appui, elle a mis de l'énergie, puis elle en a mis énormément. C'est incroyable tout le temps qu'ils ont mis dans ça. Et finalement, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus gros que ce qu'on pensait. Puis là, on va savoir où on va aller avec ça après, puis où on va pouvoir aller aussi. Ça va dépendre du site aussi. Question de ressources, bien entendu. On n'a pas. Là, on a fait beaucoup de bénévolat. Mais éventuellement, le nombre d'heures par semaine, il est limité. Puis je peux vous dire que même si c'était valorisant, c'était exigeant pour tout le monde. Puis, ce serait quoi le point le plus important que tu veux laisser aux intervenants qui écoutent la capsule Crégeise COVID aujourd'hui? Vous êtes toutes des mines d'or, de bonnes idées, d'approches, de chaleur humaine. Des fois, vous avez des petites choses que vous pensez insignifiantes que vous faites, mais qui sont tellement importantes, puis il ne faut pas avoir peur de les partager. Il ne faut pas avoir peur d'aller sur la page, le groupe Facebook, puis de dire moi, j'ai fait ça. Pour vous, c'est peut-être anodin, mais pour un autre qui n'a pas eu l'idée, c'est ça la plus grande idée. Un jour, j'ai fait ma maîtrise, c'était Régent Hébert qui était mon directeur, qui m'avait dit une chose une fois. Il m'a dit c'est quoi la plus grande découverte à ce jour? Ouais. Le trombone. Pourquoi? Jamais, souvent imité, jamais égalé. Quelque chose de plus simple qu'un trombone pour tenir des feuilles. Puis il paraît que celui qui l'a inventé, il l'a pas fait breveter. C'est riche. Aujourd'hui, il l'a fait breveter. Mais juste la façon de vraiment. Il y a une personne un jour qui a pensé à juste plier une petite barre de métal d'une certaine façon pour que ça tienne bien les feuilles ensemble. Ça paraît, c'est anodin aujourd'hui. Mais c'est parce qu'on a tous des exemples, on a toutes des petites trombones simples comme ça qu'on a créées dans notre quotidien. Et que pour nous autres, c'est tellement évident, mais non. Il faut tenir que les plus grandes découvertes sont dans les petites choses, puis que c'est important de ne pas minimiser ce qu'on fait, de le partager. Puis si ça aide personne, ben c'est pas grave, on l'aura partagé. Si ça, ben, ça pourrait aussi aider plein de monde. On ne peut pas prendre pour acquis que qu'est-ce qu'on fait, tout le monde le fait. Vous êtes, je dirais aux intervenants, vous êtes des mines d'or d'imagination, de créativité. Ben, ayez pas peur d'en faire profiter tout le monde au Québec et ailleurs. Merci Parce que beaucoup, tout le Hélène. temps, on a du monde même de l'Europe.
Merci beaucoup pour ces sages conseils-là. Donc, on va oser partager nos idées, même si elles nous semblent simples et peut-être pas importantes, mais elles peuvent l'être quand même à ce moment-là. Elles sont importantes pour une personne. Si elles font la différence pour rendre une personne plus heureuse, ça leur a valu la peine. Merci beaucoup, Hélène. Les informations concernant la page Facebook et le site web vont être sur le site web du CREGES.